Et on poursuit avec vous, Régis. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, chers auditeurs, Régis Le Saunier nous dresse un portrait, celui de Kirilo Boudanov. Dites-nous tout. Oui, alors Kirilo Boudanov, alors c'est son nom et son prénom avec 2 Y, car il est ukrainien. Né à Kiev en 1986, à l'époque de l'Union soviétique, il est néanmoins passionnément déterminé depuis toujours à libérer son pays de toute influence russe. Il représente ces nationalistes ukrainiens dont la révolution du Maïdan en 2014 a consacré l'arrivée aux affaires. Mais lui, c'est l'armée qui l'obsède. Pas n'importe laquelle, la non conventionnelle, celle de l'ombre, celle qui meurt et délivre la mort sans qu'on le sache, les forces spéciales. Alors quand on le voit, il a un visage poupon, mais qui comporte encore des traits adolescents. Ce sont ses yeux en lame de couteau qui trahissent son âme. Depuis 2014, il fait partie de ces agents ukrainiens formés par les Américains, plus particulièrement par la CIA. Son unité n'a pas de nom, seulement des chiffres 22-45. Elle est spécialisée dans des missions de sabotage, d'assassinat ciblé, de déstabilisation derrière les lignes de l'ennemi. Début août 2016, alors qu'il était encore lieutenant-colonel, il aurait conduit une unité de 5 membres des forces spéciales dans un raid amphibie vers Amiansk, au nord de la Crimée, alors annexée par la Russie, pour poser des explosifs sur un aérodrome. L'unité de Budanov a été interceptée par un commando russe. Les commandos ukrainiens tuent plusieurs soldats, dont un lieutenant-colonel russe, Roman Kamenev, avant de se retirer. Dès sa formation, cette unité opère particulièrement en Crimée, éliminant des personnalités pro-russes, sauf que l'élève va bientôt donner du souci au maître. En effet, quand il s'agit du Donbass rebelle, en guerre contre Kiev, les Américains constatent l'hécatombe chez les partisans de Moscou, chefs militaires séparatistes, mais aussi élus locaux, évidemment, Budanov et ses hommes tuent par dizaines. Poutine, à l'époque, il ne faut pas l'oublier, est invité dans tous les sommets internationaux. Le G7 s'appelle encore le G8. S'attaquer indirectement aux Russes peut provoquer des tensions, d'autant que Moscou est parfaitement au courant des agissements de la CIA dans l'Ukraine voisine. Le New York Times révélera, à peu après le début de l'invasion en 2022, que l'agence possède à l'époque 12 stations implantées le long de la frontière russe et que ses agents sont restés dans le pays pour aider Kiev à contrer les Russes. L'invasion. Alors c'est le moment où Budanov, alors chef du UR, la direction principale du renseignement militaire ukrainien de la défense, va prendre de l'importance. Étonnamment, il est au courant de l'arrivée des Russes. Même Zelensky n'y croit pas. Budanov a été tuyauté sans doute par ses maîtres de la CIA et avant le début de l'opération militaire spéciale, il met sa famille à l'abri. Le UR est alors une véritable armée parallèle, une sorte de mixte entre le KGB et la CIA, combinant subtilement les forces des deux pour agir. Budanov a de l'ambition, il sera pressenti pour être ministre de la Défense à un moment, mais Zelensky le sait, mais contrairement à d'autres adversaires qui depuis le début de la guerre attendent leur heure dans l'ombre du président, il choisit de ne pas l'écarter, mais d'utiliser son audace et sa force, toujours un peu borderline. Budanov s'illustre par exemple en ordonnant au moins 4 plastiquages contre le pont de Kerch en Crimée, des tentatives de prise de contrôle de la centrale nucléaire d'Energodar près de Zaporijjia, ou encore l'explosion d'un pont au passage d'un train de passagers dans la région de Briansk, en Russie, qui a causé évidemment beaucoup de morts. Pour lui, militaire ou civil, la frontière n'existe pas tant qu'il s'agit de tuer du russe. Il a en cela une mentalité typique CIA époque Afghanistan, où peu importe que l'alliance avec des fanatiques religieux puisse un jour poser problème, l'essentiel étant de saigner les maudits Ruskov. Souvent, les Américains le laissent agir, même s'ils se plaignent régulièrement d'initiatives de sa part qui ne sont pas dans le manuel. Par exemple, Budanov supervise le plasticage d'au moins 5 pétroliers en pleine mer ou dans des ports de Méditerranée, suspectés de faire partie de cette fameuse flotte fantôme qui écoule le pétrole de Poutine. Tout au long de la guerre, il pilote les opérations les plus risquées, parfois coûteuse en vie humaine pour ses commandos. En juin dernier, c'est néanmoins son rival dans l'appareil politico-militaire ukrainien, Vassil Maliouk, qui est crédité du succès de l'opération Toile d'araignée, qui consista, on s'en souvient, à faire décoller des drones à partir de camions pour frapper les bases de bombardiers en Russie même. Mais la philosophie de cette opération reprend trait pour trait ce que Budanov a pratiqué à son niveau tout au long de la guerre.
Ses prouesses militaires et ses coups tordus, pourtant, ne suffisent pas à ralentir la progression des Russes. Bakhmout, Avdivka, Soudja et bientôt Pokrovsk, les villes d'Ukraine tombent les unes après les autres, toujours avec cette vieille tactique éprouvée à Stalingrad du contournement par le nord et le sud et du sac à feu avec anéantissement, retrait ou capitulation de la garnison ukrainienne. À Pokrovsk, ces derniers jours, la situation est devenue critique. L'agglomération risque de devenir la plus grande place forte conquise par les Russes depuis la prise de Bakhmout en mai 2023, il y a 2 ans et demi. Les unités d'infanterie sont désormais au cœur de cette ville qui comptait 60 000 habitants avant la guerre. La ville voisine de Mirnograd est aussi encerclée. Mais Zelensky s'obstine, il ne veut pas donner à Poutine son cadeau de Noël, la grande victoire russe de 2025. Et c'est là que Budanov intervient. La situation est si désespérée que le bataillon Azov, spécialiste des interventions quand le front craque en mode pompier, a refusé d'engager ses hommes à Pokrovsk. C'est son chef, Andrei Biletsky, qui l'a dit à Zelensky. Au soir du 31 octobre, Kirilo Budanov propose à l'état-major d'envoyer ses commandos au nord-ouest de la ville, à l'endroit même où les Russes sont en train de refermer la Nasse. Ils agiront par des actions de sabotage sur les positions russes pour la maintenir ouverte coûte que coûte et peut-être permettre aux unités ukrainiennes prisonnières d'évacuer Pokrovsk. L'opération est aussitôt qualifiée de suicidaire. La zone est infestée de drones. À la manœuvre, en face, la redoutable unité russe baptisée Rubicon et ses drones à fibre optique. Alors c'est dans le même état d'esprit que ceux du dernier saut en parachute à Dien Bien Phu en 1954 que le commando, composé de 11 hommes, embarque à la tombée du jour à bord de 2 hélicoptères Black Hawk. Ils savent qu'ils n'ont quasiment aucune chance d'en revenir vivants. Les 2 appareils qui volent à très basse altitude pour éviter la DCA russe sont malheureusement très vite repérés quand ils survolent une route. Les dronistes de Rubicon sont alors sur leur garde. Un premier hélicoptère atterrit dans un champ. 7 hommes en sortent et se déploient. La zone d'observation russe, le drone d'observation russe, les repère aussitôt. Les drones filaires entrent en action. Les images sont diffusées presque aussitôt par les Russes. On y voit les hommes courir dans la nuit tombante, puis le drone se rapprocher et l'image du soldat se figer, signe que le drone a atteint sa cible. Sur une séquence, un drone pénètre à l'intérieur d'un bâtiment où se sont réfugiés 2 commandos qu'il détecte à leur empreinte calorifique, puis il se fait exploser. Les Russes annoncent bientôt que l'ensemble du commando a été éliminé. Alors ça, on n'en a pas vraiment la preuve, mais les Ukrainiens ne font aucun commentaire sur ce sacrifice de leurs meilleures troupes pour que Volodymyr Zelensky continue à dire que Pokrovsk n'est pas tombé. La rumeur voulait que Budanov était au combat parmi les siens. Une photo le montre en réalité à 90 km de l'endroit du largage. Il pilote de loin l'opération. Rappelons qu'en 1954, Bijar, lui, était à Dien Bien Phu, au milieu de ses soldats, et qu'il fut fait prisonnier par le Viet Cong. Merci Régis pour cette chronique portrait. On en discute tout de suite. Kirilo Budanov, même si vous finissez par rappeler qu'effectivement il n'était peut-être pas sur le terrain à ce moment-là, on a quand même l'impression que c'est effectivement une figure militaire d'un autre temps et qu'il a quand même tendance à avoir un peu plus d'expérience de terrain que par exemple nos généraux ou enfin même d'ailleurs en Ukraine. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'assez engagé physiquement. Ah, c'est quelqu'un de tellement engagé physiquement qu'il a été à plusieurs reprises blessé au cours de sa carrière, soigné d'ailleurs à l'hôpital Walter Reed de Washington grâce à ses connexions avec la CIA au moment d'une blessure qu'il avait contractée dans le Donbass. Non, c'est vrai qu'on est face à une génération d'hommes et de dirigeants, d'abord jeunes, 39 ans, qui a été pressenti, je te le disais, pour être ministre de la Défense, et qui, évidemment, a des ambitions pour l'après-Zelensky. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le directeur de cabinet de Zelensky, qui est un personnage qui monte en puissance, Andrei Yermak. Vous avez Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées, dont la popularité était telle que Zelensky a préféré l'écarter pour l'envoyer comme ambassadeur ukrainien à Londres.
un peu sur le mode de Pompée avec César. Les généraux victorieux, on les envoie le plus loin possible de Rome. Donc Zelensky, on sent bien, est cornaqué autour de lui, et Budanov fait incontestablement figure de ces résistants ukrainiens, ou en tout cas de ces personnages que la guerre depuis 2022 a forgés, audacieux, courageux. Alors oui, il ne s'est pas sacrifié avec ses hommes, peut-être le fera-t-il si la situation est désespérée. On ne sait pas. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison de souligner qu'on est face à des gens dont la guerre est le métier, et surtout dont la nouvelle guerre est le métier. Parce que là, ce qu'a démontré l'opération des forces spéciales ukrainiennes à Pokrovsk, c'est que la vieille méthode des forces spéciales d'envoyer des hélicoptères sur zone pour opérer, est aujourd'hui perturbé par la présence des drones. C'est-à-dire que les drones changent la guerre dans tous ses compartiments, y compris dans le travail des forces spéciales, qui ne peuvent pas se déployer parce que quand elles sont repérées comme ça, elles sont quasiment instantanément éliminées. Et c'est ce qui s'est produit. Alors peut-être y a-t-il des forces spéciales qui ont échappé aux drones russes et qui sont en train d'opérer dans la région. On peut en douter parce que les cartes, vous savez, qui chaque jour expliquent la progression de l'armée russe, montrent les zones contrôlées par les Russes, les zones grises. Eh bien, depuis le largage de ces forces spéciales, les zones grises, donc c'est-à-dire des zones disputées entre Russes et Ukrainiens, mais qui la plupart du temps s'avèrent contrôlés par les Russes in fine, n'ont cessé d'augmenter, et la taille de la séparation, c'est-à-dire entre les deux positions extrêmes des Russes, n'est plus que de quelques kilomètres. Si vous voulez, les Ukrainiens dont la garnison est encore bloquée à Mirnograd en particulier, puisque Pokrovsk est aux mains des Russes à, on va dire, entre 60 et 80% à l'heure où l'on parle, peuvent encore trouver une issue, en sachant que s'ils se replient, ils seront évidemment cornaqués par les drones à nouveau, puisque l'endroit est aujourd'hui sous le feu russe et sous l'effet de ces fameuses unités comme Rubicon dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, sa femme également. Sa femme a failli être empoisonnée, oui. C'est ça, aux métaux lourds. C'est un autre enjeu de cette guerre. On voit aussi l'importance des services secrets, de ce qui peut se passer en dehors des caméras et du monde des médias. Lui, il survit à cette guerre-là aussi. Oui, c'est une guerre de l'ombre. De toute façon, c'est un personnage de l'ombre. Un personnage de l'ombre arrivé dans la lumière. Un peu, c'est assez typique dans le monde des forces spéciales. On a eu aux États-Unis un personnage comme le général McChrystal, par exemple, ou le général de McRaven qui commandait les Navy Seals. C'est des gens qui, parce qu'il y a eu l'assassinat ciblé de Ben Laden, tout à coup se sont retrouvés devant les caméras. Mais à la base, c'est des gens qui ne sont pas destinés à être devant les caméras. Là, en l'occurrence, Budanov a fait toute sa carrière dans l'ombre, et puis, depuis le début de la guerre, il a commencé à monter, et on en a fait une tête d'affiche, en fait, quelque part. Il aime bien aussi, il y a goûté du média, il aime bien faire peur, il aime bien provoquer la terreur chez son adversaire, c'est son but. Il a un surnom, l'homme sans sourire, je crois. Oui, on le voit, pourtant il a un visage, je vous dis, assez poupon. Ça serait marrant si on pouvait le montrer, parce que il semble encore il a encore des traits extrêmement jeunes, et quand on le voit avec sa casquette et ses yeux bleus perçants, il est assez redoutable. Et il a souvent d'ailleurs des prises de position soit très extrêmes, soit très réalistes. C'est intéressant parce que comme c'est un opérateur, c'est quelqu'un qui est habitué à jauger les choses sur le terrain, parfois il dit des choses très vraies sur la situation, et puis parfois, par contre, il faut terrasser l'adversaire, donc on le présente comme diminué, on le présente comme faible, où on essaye justement de le perturber et de faire de la guerre psychologique aussi. Il aurait des ambitions présidentielles selon certains. Est-ce que ça vous semble réaliste? Et surtout, vous l'avez dit, pour le moment, les États-Unis le soutiennent modérément, parce qu'effectivement, on imagine que c'est compliqué d'assumer toutes les opérations que Kirill Budanov doit mener. Comme vous le disiez, parfois ça sort un peu du cadre du manuel.
Est-ce que si vraiment la question se posait de lui confier la présidence ukrainienne, il serait toujours soutenu par les États-Unis, sachant que c'est quand même un profil par ailleurs assez nationaliste et que donc ça pourrait faire peur aux Américains qui, eux, ont tendance à être plutôt impérialistes. Oui, alors pour ce profil nationaliste, effectivement, peut faire peur. Pourquoi? Parce que je pense, surtout avec la nouvelle administration, peut-être moins avec la précédente, quelqu'un comme Budanov n'est pas notoirement connu pour proposer des compromis. C'est quelqu'un qui est à 100% dans la guerre, donc dans une perspective de victoire ou dans une perspective de sacrifice ultime. C'est pas parmi ces gens-là qu'on trouve les négociateurs en général. Et pour ce qui est de Donald Trump qui cherche par-dessus tout à se débarrasser de cette guerre ou à ne pas en assumer l'héritage, il vaudrait mieux plutôt quelqu'un qui soit capable de compromis, d'admettre ou de faire admettre aux Ukrainiens la perte de 20% de leur territoire, et ensuite, on va dire, de préparer l'après-Zelensky, qui correspondra probablement à l'après-guerre. Là, on est dans une phase assez critique, qui n'est pas la dernière. Moi, j'entends toujours, vous savez, à chaque fois, c'est le tournant de la guerre. Pour moi, s'il y a eu un tournant jusqu'à présent, c'était Bakhmout, parce que c'est là où l'armée ukrainienne, on va dire, s'est un peu épuisée et qu'elle a manqué de ressources pour une contre-offensive qui aurait pu devenir un grand succès l'été suivant. Là, on gère la pénurie. Donc c'est déjà très très mal engagé pour l'Ukraine. C'est déjà assez miraculeux qu'elle ait réussi à tenir jusqu'ici. Notamment, je parlais des drones. Là aussi, c'est les drones utilisés massivement en position de défense qui ont permis à l'Ukraine de pallier au manque d'hommes dont elle souffre aujourd'hui. Et voilà. Et dans cette architecture militaire, politico-militaire, puisque elle est très imbriquée en Ukraine, des gens comme Kirilo Budanov ont une importance considérable aujourd'hui. Pas certain que dans un après-guerre, ils aient la même importance. Effectivement, comme vous le soulignez, c'est un nationaliste, donc un jusque-boutiste, et quelqu'un qui, quelque part, voudra recommencer la guerre contre les Russes un jour. Donc, pour stabiliser la région, je pense que les Américains choisiront sans doute un homme de compromis plus qu'un nationaliste jusqu'au-boutiste. Voilà. Oui, parce que ce sont les Américains qui font la politique dans ces régions-là du monde. Dans beaucoup d'endroits, hélas. Ouais. Régis Le Sommier, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a des hommes politiques en France, Emmanuel Macron en tête de ligne évidemment, qui nous explique qu'on enverra peut-être des troupes en Ukraine. Il y a la volonté même d'envoyer certains formateurs français. En réalité, encore une fois, il y a un gros décalage. Vous nous dépeignez un homme de terrain qui a cette expérience de la guerre, des drones, de toutes ces nouvelles techniques qui ont été mises en place dans ce conflit ukrainien. Si demain la France se retrouve impliquée dans le conflit, en réalité, on devrait être assez. La comparaison avec ces troupes-là et ce genre d'individus devrait être assez négative pour l'image de la France. Bah, écoutez, moi, ce que j'imagine que les soldats français et leurs chefs aujourd'hui regardent les mêmes vidéos que moi sur les réseaux sociaux produites par les Russes ou par les Ukrainiens et la façon dont s'opère la guerre là-bas, de façon peut-être éventuellement à y être projeté un jour, puisque c'est une éventualité qui n'est pas écartée par le président. Macron est souvent rappelé par lui l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. On sait très bien que si troupes en Ukraine il y a, nous sommes une nation de l'OTAN, et pour les Russes, ça signifie concrètement que l'OTAN avance dans l'Ukraine, et donc c'est contraire à un de leurs objectifs de guerre, c'est-à-dire la démilitarisation de l'Ukraine, et le fait que l'Ukraine n'adhère jamais à l'OTAN. Donc là, il y a une contradiction énorme du point de vue politique. Maintenant, du point de vue opératif et du point de vue des hommes et de la guerre, quand on regarde ces vidéos et la façon dont les soldats ukrainiens, par exemple, résistent à Pokrovsk. J'ai vu quelques images hier à des drones filaires qui les cernent dans un bâtiment. Se dire que eux ont l'expérience, eux savent les principes pour lutter contre les drones. Ils maîtrisent aussi les drones.
Chaque camp a, depuis 3 ans, essayé de rattraper le retard qu'elle pouvait avoir sur l'un, pris parfois l'avantage. Ensuite, l'autre, en fait, c'est un ajustement permanent. L'introduction des drones filaires qui sont redoutables aujourd'hui. Quand j'ai fait un reportage à Koursk il y a 1 an, les drones filaires étaient peu utilisés dans l'armée russe. Et les équipes de dronistes avec qui nous étions à l'époque nous expliquaient que c'était compliqué, que parfois le fil s'en mêlait dans un arbre, parfois... Aujourd'hui, c'est devenu la manière de rendre le drone indétectable et surtout de le rendre, on va dire, non brouillable. Parce que la question des fréquences sur les drones classiques est évidemment, il y a une guerre aussi au niveau du brouillage qui s'est opéré et qui fait que les drones FPV classiques étaient plus faciles à faire tomber ou à éliminer. Là, actuellement, avec le drone filaire, aidé par les Chinois qui ont fourni quantité de matériel aux Russes, les Russes ont repris l'avantage dans la guerre des drones et ces drones sont d'une efficacité redoutable. Je dis ça parce que je ne dis pas que l'armée française n'est pas d'une valeur équivalente à celle des Russes. Nous avons des très grandes expériences de combat, nous avons été déployés en Afrique pendant longtemps, mais ce n'était pas du tout la même guerre, je le répète souvent. Nous avons mené une guerre asymétrique en Afrique qui consistait à chasser des groupes djihadistes dans le Sahel, groupes djihadistes qui avaient leur manière de combattre, tendre des embuscades, comment mettre des IED, parfois des véhicules suicides. Mais si vous voulez, ça restait relativement limité. Oui. Et la guerre de haute intensité, d'ultra haute intensité, comme on la voit là aujourd'hui, nous n'avons pas cette expérience. Et donc, il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation si nous devons nous retrouver dans ces situations. Et je crains malheureusement que les Russes, eux, si on doit se battre contre les Russes, avec leurs 3 ans et demi d'expérience, bientôt 4 ans, dans ce type de guerre, ça va être difficile pour les soldats français, ou les soldats de quelconque nationalité d'ailleurs. Pour la formation aux drones, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a des équipes aussi. Est-ce qu'on a suffisamment aujourd'hui de dronistes dans nos rangs en France ? J'en suis pas sûr, je n'ai pas la réponse à ça. Peut-être que certains de nos auditeurs le savent. En tout cas, on est obligé de mettre, à mon avis, au niveau de l'état-major français, les bouchées doubles pour s'adapter à ce type de combat s'il doit avoir lieu demain et si nos troupes doivent y être engagées. Ouais. Sur la question des drones, rapidement, il y a Volodymyr Zelensky qui a annoncé que l'Ukraine avait pu renforcer ses systèmes de défense aérien. Est-ce que vous en aviez entendu parler, Régis Le Sommier ? Est-ce que c'est un coup de communication ou est-ce que véritablement il y a eu cette opération de mise à niveau pour faire face notamment à ces drones filaires ? Alors, ces drones-là, je dirais que les défenses antiaériennes que les Ukrainiens ont upgradées correspondent à des défenses pour éviter les drones, d'autres types de drones, des drones de longue distance, les Shahed, les Goran, qui ont fait il y a quelques mois des ravages, quelques semaines même, dans le système électrique ukrainien. Les Russes pratiquent la même tactique à l'arrivée de l'hiver, c'est-à-dire d'essayer de s'en prendre au système électrique ukrainien de façon à, on va dire, toucher la population. Ça, c'est un grand classique. Et ils ont un certain type de drone voilà. Donc pour faire face à ça, évidemment, il faut de la défense antiaérienne. Il y a aussi les missiles qui passent. Il y a un certain nombre d'usines aussi qui sont frappées régulièrement par les Russes. Et donc là, de ce point de vue-là, il y avait des trous dans la raquette, comme on dit, du côté ukrainien, qui ont été compensés par l'arrivée de matériel américain, puisque là actuellement, on est dans un temps où les Américains recommencent à donner du matériel. Ils ne le donnent plus officiellement, je parle en solde de l'époque ancienne. Bientôt, ce matériel sera acheté par nous, Européens, pour être donné aux Ukrainiens. C'est ça la nouveauté aujourd'hui, et c'est nous qui allons devoir payer. Zelensky a demandé d'ailleurs à l'Europe de pouvoir continuer à lui fournir quelques dizaines de milliards d'armements pendant 3 ans, selon son estimation. Donc il faut voir que nous, qui sommes asphyxiés économiquement en France, on est condamnés à payer la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Donald Trump, dernière question, Donald Trump a
assuré hier en direct qu'il allait faire des essais nucléaires. C'est évidemment la grosse menace qui plane sur ce conflit. La grande question, cela va-t-il finir en conflit nucléaire? On est toujours dans cette guerre des affirmations, des intimidations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que lorsque Donald Trump affirme que la Russie et la Chine font des essais nucléaires, c'est vérifié? Écoutez, Donald Trump est quelqu'un qui est psychologiquement motivé à réagir à la force. Ce n'est pas un guerrier à proprement parler. Il se pose en pèlerin de la paix pour Gaza, pour l'Ukraine et pour d'autres endroits, mais il veut être le plus fort et surtout il veut être considéré sur l'échiquier international alors que la position américaine est en recul. À la faveur de l'émergence des BRICS, à la faveur de concurrents comme la Chine, avec lesquels Donald Trump est en train de s'entendre. Très intéressant, hier d'ailleurs, Donald Trump a dit, il était interviewé, et il disait que justement que la Chine, qu'il avait compris que la Chine, que les États-Unis, pour prospérer, avaient tout intérêt à s'entendre avec la Chine. Il a dit une phrase comme ça, une phrase de sagesse qu'on espère ses homologues chinois également pensent la même chose, parce que les économies des deux pays sont extrêmement imbriquées et qu'on ne peut pas simplement, à coup de menaces d'augmentation de tarifs douaniers ou d'invasion de côté chinois de l'île de Taïwan, on ne va pas s'affronter comme ça, c'est pas possible. Et là, il y a une sorte de consensus entre Chinois et Américains qui est en train de se profiler pour être compétitifs, certes, se disputer les terres rares, parce que ça, un peu partout dans le monde, il y a un objectif terres rares, un objectif ressources. L'opération probable des États-Unis sur le Venezuela en est une illustration. Ça n'a absolument rien à voir avec la question des narcotrafics ou du président Maduro qui serait pas démocrate et opprimerait son peuple. C'est le pétrole, les quelques 20% de pétrole mondiaux que possède le Venezuela dans son sous-sol. Donc on voit bien tout est aujourd'hui autour de la question économique et autour de la question des minerais, de l'accès à l'énergie. Et donc Chinois et Américains aujourd'hui sont en train de faire une sorte de paix des braves, on va dire, dans l'idée de prospérer les uns les autres. Et la question effectivement du nucléaire qui est derrière, Donald Trump regarde ça comme le lait sur le feu. Pour ce qui est, je crois que ce qui l'a réveillé aussi, c'est cet essai de missile récemment, le missile Oiseau de la tempête, j'ai oublié le nom en russe, pardonnez-moi, que Poutine a annoncé, puisqu'il ne s'agit pas d'un missile nucléaire à proprement parler, mais c'est un missile à propulsion nucléaire qui a accompli la distance de 14 000 km, et ça, les Américains n'ont pas d'équivalent. Donc, à force de voir des missiles, on va dire, hypersonique comme Oreshnik, capable de porter une tête nucléaire, là un missile à propulsion nucléaire, capable lui aussi de porter une tête nucléaire, évidemment ça titille Trump et il se dit il faut pas qu'on soit en retard, il faut que on mette les bouchées doubles, il va nous expliquer que les États-Unis sont les plus forts, les plus beaux, etc., etc. Ça, il faut toujours qu'il ait cette croyance en tête, mais il sent bien aussi que les autres sont là et qu'il a beaucoup de concurrents aujourd'hui. Voilà. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour cette analyse. Encore une fois, ce portrait de Kirilo Boudanov. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse géopolitique.